Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau numéro des Destins. Amen. Votre émission sociopolitique qui reçoit pour vous Madame Karine Samboué, journaliste de son État. Ensemble avec elle, nous allons parler de l'actualité politique dans sa globalité. Rappelons ici que l'année 2023 est caractérisée par des retombées aussi nouveaux. Le cas de la venue du pape François qui aujourd'hui totalise 10 ans de pontificat au niveau de la Rome. Raison pour laquelle nous allons aborder aussi ensemble avec Madame Karine Samboué qui est journaliste et comme je viens de le dire tantôt lors de mon introduction, nous parlerons également aussi du passage du président Emmanuel Macron à la République démocratique du Congo, de la situation auquel l'Est ne cesse d'être ancré, de la guerre, raison pour laquelle l'armée angolaise apparaît encore une fois de plus dans les négociations, à l'issue de ce qui s'est passé avec l'EAC jusqu'ici. Et nous parlerons également aussi de ces notables de Haut-Ouélé, Basse-Ouélé, Ituri et de la Tchopo pour l'acte qu'ils ont réalisé si pas accompli pour chef de l'État. Et nous allons atterrir par le processus électoral sur diverses apparitions médiatiques du président de la CENI, M. Kadima. D'entrée de jeu, je m'en vais dire bienvenue et bonsoir à Madame Karine Samboué. Bonsoir Divin, merci de ton invitation. Voilà, tu as tout dit, hein, journaliste. Le plaisir est pour moi, je vous ai déjà présenté. D'entrée de jeu, Madame, quelles sont vos impressions de vous avoir sur ce beau plateau de Destin? C'est déjà une première. Et j'espère être à la hauteur parce qu'avec vous Divin, on doit s'attendre à tout. Hein. À ce choc-là, je sais que ça sera... Ça va jaillir la lumière. Oui. Bien, parlons du passage du pape François. Pape François, comme je viens de le dire tantôt, qui a totalisé 10 ans de pontificat comme étant pape à ce poste-là, ce n'est pas évident. Il a traversé, comme on dit, la pluie et le beau temps, des actions et des réactions liées avec sa fonction. Et il s'était décidé, il s'est donné cet aura-là de faire un tournée, précisément en Afrique, lié au pays, le cas de la RDC et le Sud-Soudan, avant de regagner et voilà, son état initial, l'Italie. Quelles sont vos impressions d'abord de voir pour la énième fois qu'un pape puisse sortir de l'ordinaire et fouler ses pattes à la République démocratique du Congo? Oui, merci Divin. Je dirais que le fait de venir en République démocratique du Congo, parce que rappelons qu'il a plusieurs fois reporter son voyage, mais enfin nous avons vu le pape atterrir et fouler le sol de la République démocratique du Congo. Bon, ce que moi je retiens, c'est plus son message de paix. Voilà. Et j'estime que déjà le fait qu'il soit venu demander qu'il y ait cette cohésion entre politique par exemple, et aussi je crois que ça a mis une certaine confiance entre tous ces pays-là qui avaient encore une réticence pour pouvoir venir en République démocratique du Congo et pouvoir essayer d'investir. Et je crois que ça a ouvert les portes à plusieurs États aussi. Donc je crois que je pourrais dire ça. Surtout cette envie de paix, parce qu'il a aussi demandé vraiment que la guerre puisse cesser à l'Est, et c'est quelque chose de louable. Donc disons que le propos du pape François a fait en sorte que quand le président Macron est passé ici au pays, il a osé aussi à son tour répéter la même chose, qu'il n'y ait ni pillage, ni guerre, ni balkanisation pour le compte de la République démocratique du Congo. Oui, tout à fait, parce que rappelons-le que le pontife n'est pas une personne ordinaire. Non seulement
du côté religieux, il est le premier, disons, représentant de l'Église catholique. Voilà. Il est aussi considéré comme président de son État. Voilà. Il a aussi un statut de chef d'État. Donc cela a donné aussi un ton à d'autres États pour pouvoir aussi chercher à ce qu'il y ait la paix et qu'on jette enfin, même si c'est 20 ans plus tard, le regard sur cette guerre qu'on ne cesse de décrire. Voilà. Rappelons ici que le mois de mars est caractérisé toujours par une journée assez spéciale dédiée à la femme. Oui. Et le chef de l'État vous a réussi au palais du peuple et lorsqu'il vous a éveillé la conscience en disant que non, pour lui, il croit à la femme et il donne beaucoup plus son attention dans ce secteur-là de la femme, en disant même que non, pour lui, l'égalité homme et femme est vraiment une priorité. Oui. Quelle a été votre appréhension par rapport à tous ces propos sortis de la bouche du chef de l'État? Oui, déjà, il faut rappeler que c'était quand même une première qu'un chef d'État de la République démocratique du Congo puisse recevoir les femmes. Alors, les portes étaient vraiment ouvertes à toutes. Il n'y avait pas de restrictions. Déjà, c'est quelque chose de louable. Moi, je loue l'effort de la ministre du Genre et Famille. Alors, le chef de l'État, justement, a rappelé ses efforts qui ne cessent de fournir en ce qui concerne l'adhésion des femmes, par exemple, dans le milieu économique, dans le milieu politique et dans le milieu du gouvernement, parce qu'il a rappelé cette envie de pouvoir atteindre les 50-50. Moi, je dirais que c'est très difficile pour atteindre les 50-50 à ce qui concerne votre étage de parité, raison pour laquelle on est en train, jusqu'ici, il y a des propositions, il y a que 30% des représentation. Vous savez, ce jour-là, j'ai aimé parce qu'il n'a pas caché que c'est encore à petits pas, vous savez, à petits pas, mais il a quand même quel mot pourrais-je utiliser? Il a essayé de rappeler qu'il est en train de fournir des efforts et continuels pour pouvoir atteindre ce seuil. De l'autre côté, les femmes aussi ont réagi par la ministre de tutelle, la ministre déjà. Quel a été votre aperçu par rapport à tout ce que la ministre a ressorti comme allégation devant les chefs de l'État? Bon, déjà, l'allégation de la ministre était la bienvenue, mais sinon, ce qui a été marquant, je dirais, c'est pas seulement les allégations de la ministre, mais aussi les plaidoyers des femmes qui ont été dites devant le chef de l'État. Il y a eu les femmes rurales qui ont parlé au chef de l'État de leurs problèmes. Il y a eu les jeunes qui étaient représentés par une jeune fille, et il y a eu les filles qui, elles aussi, ont donné leur désidérata au chef de l'État. Alors, il y a eu aussi les femmes de l'Est qui, elles, non seulement ont remercié le chef de l'État des efforts qu'il ne cesse de fournir pour que la paix revienne à l'Est, mais aussi qu'elles sont derrière le chef de l'État pour soutenir enfin que cette guerre puisse aller à son terme. Espérons bien que les services habilités à suivre ces dossiers avanceront avec cela pour que les propos du chef de l'État ne soient pas vulgarisés à mal et beaucoup plus en bien, parce que dans notre pays, nous ne sommes pas dupes en retenant que c'est bien bon de dire des choses, mais les mettre aussi en musique, c'est une autre chose. Exactement. Voilà. Passons à la situation qui se vit actuellement dans notre espace Grand Lac. Là, nous allons parler de l'EAC.
Voilà, cette communauté des États de l'Afrique de l'Est, auquel la République démocratique du Congo est actuellement membre. Voilà. Ils ont ressorti pas mal de résultats en ce qui concerne la situation de l'Est de notre pays. Et ici, je vais rappeler que les chefs d'État se sont réunis plusieurs fois. Et dans leur discussion, il était question pour eux de se remettre en cause pour éradiquer cette atrocité de l'Est de notre pays avec cette guerre-là qui se veut tout le temps. Voilà. Parmi ce qui a été dit, nous retenons ici deux grandes lignes auxquelles je vais devoir citer. Le cessez-le-feu, en même temps accompagnement des groupes armés que l'EAC devra mettre en place pour éradiquer ces mouvements plutôt terroristes du M23. Subitement, nous sommes curieux de voir encore une fois de plus le roi Langola qui est là juste pour une médiation de paix avec son accord de cessez-le-feu qui accompagne également l'accord qui a été signé à Nairobi avec l'ancien chef de l'État kenyan, M. Uhuru Kenyatta, qui continue toujours au jour d'aujourd'hui à poursuivre cette démarche en bon escient. L'Angola aujourd'hui déploie ses militaires à République démocratique du Congo. Nous avons suivi les ministres des Affaires étrangères commenter là-dessus en disant que non, l'armée angolaise n'est pas venue ici pour combattre, mais elle est venue ici pour encadrer, ici pas suivre à la loupe ce qui se sont dit en amont, si elle sera respectée en aval par rapport à cet accord-là. Alors que le commun des mortels, pour eux, savent que quand une armée vient, c'est pour riposter. Voilà. N'est-ce pas des poids, des mesures? Est-ce que cela a été bien négocié sur le plan diplomatique? Votre avis en tant que journaliste? Bon, je dirais, en ce qui concerne d'abord le cessez-le-feu, il n'a pas été respecté. Ça, nous le savons. Jusqu'ici. Jusqu'ici, non. Alors, rappelons, comme tu l'as dit, parce que les communs de mortels pensent que l'arrivée de l'armée angolaise serait pour riposter et être aux côtés des forces congolaises. Mais non, l'armée angolaise est juste là pour voir sur terrain ce qui se passe et aussi essayer de voir si justement cet accord de cessez-le-feu est effectif. Alors, moi je dirais que c'est le président Lorenzo n'a pas de choix parce que quand on est médiateur, on est obligé de pouvoir voir justement sur le terrain. Alors, est-ce que l'arrivée de ces groupes mettra enfin tous ces belligérants et l'armée congolaise en accord? Là, ça reste encore une question, mais bon, espérons que ça pourra aller. On rappelle ici le président Macron lors de son passage à la République du Congo en pleine conférence avec le président Tshisekedi. Le président Macron l'a déclaré si haut avant qu'il puisse quitter le pays. C'était bien convenu qu'un certain mardi, que cette guerre-là aurait cessé et que l'armée communément appelée M23 devait se retirer et regagner ses camps habituels et libérer carrément les villages auxquels ils ont pris en otage. Voilà. Mais curieusement, il n'y a pas eu de retombées positives jusqu'ici. Non, parce que même, je me rappelle, le 8 mars, les femmes de l'Ituri ont demandé au chef de l'État que le 23 justement de ce mois, le 23 mars, comme ce groupe a été créé le 23 mars, eh ben, elles ont demandé au chef de l'État si ce 23 mars, ils peuvent quitter le territoire du Kivu. Alors, donc ça veut dire que même malgré l'arrivée du chef de l'État français, Emmanuel Macron, donc tout cela n'est pas effectif. Donc nous comprenons que le M23 reste et demeure malgré les accords. Alors moi, la question que je me pose, que faut-il faire?
malgré que l'Angola est là justement pour faire accepter et faire respecter les accords, mais nous voyons que ce n'est pas le cas sur terrain. Que faut-il faire? Dans la République du Congo, à ce que je sache, il doit prendre ses responsabilités. Parce que nous avons lu la déclaration des Nations Unies, lorsqu'il a dit que non, lui n'a pas de solution magique, si pas spontanée, pour ce cas-ci. Nous devons continuer toujours à négocier, nous devons suffisamment négocier parce qu'ensemble, on pourra faire bloc. Maintenant, nous allons de façon restreinte, tout qu'on sort, c'est très compliqué. Maintenant, moi, je me pose la question, quelle est exactement la vraie position de ces Nations Unies-là? Rappelons qu'avant l'arrivée du président Macron ici, dans les Nations Unies a taxé, si pas qualifié, le M23 d'un mouvement armé auquel il est soutenu par un pays que nous reconnaissons tous, qui est voisin de notre pays, le Rwanda. Arrivé sur place, nous avons notre discours, n'est-ce pas, des pas des mesures? Non, mais vous devez savoir, Divin, qu'en 20 ans, ce n'est que nous parlons de quelque chose d'il y a quelques semaines, hein, que la communauté internationale seulement maintenant puisse déjà reconnaître que effectivement la RDC est envahie par ces groupes. Est-ce un grand pas ou un tout petit pas? Ça reste une question. Mais déjà, nous louons le fait que maintenant, au moins, cette communauté internationale, ou les Nations Unies, qui, avec des preuves, ont eu des preuves que le Rwanda était en train d'alimenter justement toutes ces milices avec des armes, puissent reconnaître enfin que, justement, nous sommes envahis par. C'est déjà un pas. Moi, j'estime que c'est déjà un pas. Mais dire que qu'est-ce que nous devons encore entendre, le chemin est encore long, à mon avis. Long et en même temps aussi obscur, parce que là, curieusement, entre-temps, en République du Congo, le travail continue à se faire, parce que l'actuel gouverneur militaire du Nord Kivu venait d'avoir le commandement officiel. Voilà, par rapport à cette guerre. Attendons voir qu'est-ce que ça va engendrer dans les jours à venir. Et nous osons croire que la République démocratique du Congo sera libre et libérée à jamais, quand bien même que nous sommes qualifiés d'une catastrophe naturelle à l'issue de nos diverses richesses auxquelles nous-mêmes nous sommes incapables d'émerger. Nous sommes incapables même de les produire localement. C'est ce qui aussi m'affristre un tout petit peu. Je me pose toutes ces questions. Avec tout ce qu'on a comme richesse, qu'est-ce qui nous manque de les produire, de les reproduire, si pas de les transformer? Dans des pays auxquels ils n'ont même pas toutes ces matières-là, ils ont des industries à transformation. Mais pourquoi nous, jusqu'ici, ça traîne? Quand ces éminents investisseurs arrivent chez nous, c'est juste pour nous créer des entreprises. Pourquoi pas nous créer aussi des industries, des usines à transformation? Bon, je pense que le problème déjà, c'est un problème d'organisation. Parce que vous parlez des pays qui n'ont peut-être pas notre richesse, mais qui s'organisent. Alors, est-ce que nos dirigeants prennent le temps de pouvoir organiser ces choses? Là, je ne saurais pas vous répondre. Il y a le fait, moi je me dis, c'est vraiment dommage et ça suscite une inquiétude. Parce qu'on ne peut pas être un pays immensément riche et vivre ce que la Russie est en train de vivre. Nous ne produisons absolument rien. Nous ne faisons qu'importer au jour d'aujourd'hui avec la hausse des prix. Voilà, sur le marché d'échange. Nous découvrons au jour le jour, au lieu que le pays avance, au contraire, le pays recule. Encore recule. Tout ce que nous avons comme minerais qui ne cesse. Alors qu'on ne cesse de toujours dire que non, gérer c'est prévoir. Maintenant, pourquoi nous on n'arrive pas à prévoir? C'est ça la question. Est-ce que les dirigeants prévoient? Est-ce qu'ils émettent des prévisions pour les années à venir? Ça, on ne le voit pas.
on ne le voit pas. Ça, il faut le dire, on ne le voit pas. Un de nos téléspectateurs nous envoie une question pour savoir, il nous dit, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Comment peut-on comprendre, si pas se rendre compte que celui-là, c'est un bon dirigeant? Qui est censé être appelé bon dirigeant pour vous, madame? C'est qui un bon dirigeant? C'est qui un bon dirigeant? Parce qu'apparemment, notre pays souffre d'un problème de gestion. Et qui est censé faire la bonne gestion, c'est un bon dirigeant. En d'autres termes, en politique, on appelle un meilleur. Oui, un meilleur. Ben, voilà, c'est qui est meilleur. S'il faut reformuler la question d'un de nos téléspectateurs. Vous savez, être un bon dirigeant, ça ne se... c'est pas quelque chose qui se dit. Non, c'est quelque chose qui doit se vivre. C'est par rapport disons, au travail que le dirigeant fait et au résultat que ce travail montre. Oui, exactement, aux yeux de la population qui attend, justement. Parce que, nous rappelons, nous sommes en plein préparatif des élections, M. Divan. Donc, lorsque toutes ces personnes sont choisies, sont élues, et la population attend quelque chose en retour. Et le bon dirigeant, c'est celui qui, justement, arrive à satisfaire les attentes de la population. Mais ça fait très mal de constater que dans notre pays, nous allons un tout petit peu parler de la réalité aujourd'hui, d'un député du Nord Kivu actuellement, qui est aux arrêts, M. Mwanga Chouchou. Voilà, il est soupçonné de haute trahison au moment où le pays cherche à décoller. Mais vous voyez, maintenant en interne, nous-mêmes, nous n'arrivons même pas à s'entendre. Voilà. Comment un de vôtres complote contre son propre pays? Ah, là, je dirais, bon, c'est cette cupidité, excusez-moi. Bon, c'est difficile à comprendre, c'est vrai. Mais j'estime que celui qui peut trahir le pays, donc en tire des bonnes conséquences. Oui, parce qu'on ne peut pas être appelé citoyen d'un État. Et en même temps, un représentant du peuple, parce qu'il est député national, il faut le dire, et être versé dans ce genre de situation, je trouve ça vraiment aberrant. C'est aberrant, ça fait très mal, mais nous osons croire que la justice fera bel et bien son travail en bonne escient. Parlons encore une fois de plus du processus électoral avec la sortie médiatique imminente de notre président de la CENI, M. Kadima, lorsqu'il dit que la partie est de notre pays ne peut pas être écartée par rapport à ce processus électoral, parce que s'il soit écarté, ça va poser, si pas nous risquer à une situation que nous tous nous connaissons, d'illégitimité pour le président qui serait élu. Et quelle est votre impression par rapport à cela? Votre entendement de ces propos? Bon, moi, lorsque j'analyse, je me dis, la province du Kivu ne peut pas être écartée justement du processus électoral. Parce que là, justement, comme vous l'avez dit, on parlerait justement d'illégitimité et ce n'est pas quelque chose à souhaiter. Et aussi, je me mets à la place de cette population-là. Elle a besoin justement de cet acte-là patriotique, à savoir de pouvoir élire ses gouvernants. Alors, mettre la province du Kivu à l'écart, je pense que ce ne serait pas une bonne chose. Alors, je sais que d'aucuns diraient que c'est pour que l'on parle justement du glissement, parce que peut-on dire que la guerre prendra fin en fin d'année 2023. Là, bon, on n'en sait rien, mais bon,
dire qu'il y aura glissement, bah, on ne sait pas. Voyons voir. Mais sinon, à mon humble avis, c'est que les élections en bonne et due forme, c'est que lorsque il y a tous les territoires et qu'on élise tous nos dirigeants avec toutes les populations de la République démocratique du Congo. Il suffit de rappeler ici qu'un journaliste, c'est quelqu'un qui interprète la curiosité publique. Oui. Voilà ce que le commun de Montel nous ramène. Et c'est de là que nous, maintenant, nous montrons notre expansion en leur expliquant à des termes simples qu'est-ce que cela veut exactement dire. Avant de commenter vos propos, j'aimerais que vous puissiez nous aider et aider ces téléspectateurs à comprendre, selon vous, qu'entendez-vous par légitimité? C'est quoi la légitimité? Alors, la légitimité, c'est le fait d'être accepté par la population ou par un ensemble de populations. En des termes plus simples, je m'explique, c'est cette qualité requise, justement, par la loi et le droit, d'un pouvoir conforme aux croyances des gouvernés. Donc, c'est-à-dire la légitimité, au fait, met ensemble un groupe des personnes, la population, sur le plan du droit, de l'institution politique, et cela fait justement cette légitimité. Nous allons rester un peu beaucoup plus dedans, dans cette question-là de légitimité. Pourquoi j'ai posé cette question de la définition de la légitimité, comme vous venez de nous le dire tout à l'heure, c'est le fait d'être accepté par la population ou l'ensemble de la population. Rappelons que les élections qui se sont passées dans notre pays en 2018, cette même partie était encore une fois de plus écartée du processus électoral. Mais cela n'a pas empêché la CENI sortant de bien faire son travail. Et pourquoi au jour d'aujourd'hui, la CENI entrant nous présente une autre image, une autre image par rapport à ça? Si je dois m'appuyer sur les dires du président de la CENI, du président de la CENI, M. Denis Kadima, il a dit que il n'est pas à exclure que l'on puisse d'abord mettre de côté cette zone afin de pouvoir y aller, disons, aller aux élections. Et lorsqu'il y aura la paix, pouvoir récupérer aussi cette partie. Comme vous venez de le dire, comme a été fait dans les années antérieures. Alors, ce n'est pas à exclure. Non, non, il n'est pas à exclure. Et disons, au jour d'aujourd'hui, nous sommes encore au début du processus, c'est-à-dire l'enrôlement. Et pour l'enrôlement, la CENI va juste dans les zones où elle peut travailler. Et elle travaille sans qu'il n'y ait de problème. Voilà. Je vous comprends, la manière dont vous poussez vos arguments par rapport à la situation de l'Est de notre pays, et toujours associé avec le propos du président Denis Kadima, que moi, je les prends avec réserve. Quand il dit ça, ça risque même de nous amener au dialogue. Nous allons en arriver là parce que c'est aussi l'une des questions que nous avons prévues pour notre émission de ce soir. J'aimerais bien comprendre, madame. Essayez un peu de bien l'expliciter parce qu'il y aura une question qui va en suivre. Essayons d'abord de développer à ce sujet. Comme M. Kadima s'est dit que nous ne pourrons jamais aller aux élections sans cette partie. Au moment où ce n'est pas fait exprès, ce n'est pas fait volontiers. Pourquoi? Parce que ils sont en guerre, bien que cela n'a pas été déclaré de façon officielle comme ça. Mais nous vivons la guerre dans cette partie de l'Est il y a plus de cela 30 ans. Qu'est-ce que lui prend comme mesure pour qu'il y ait élection et que dans cette partie-là, qu'il n'y ait pas de mauvais retombées, comme ça a été le cas de son prédécesseur en Nanga. Donc nous pouvons dire que le président était légitime en portion, si pas en partie, et non de façon globale. C'est ça. C'est ça. Maintenant, c'est rattrapé par rapport à cette réalité. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que cette zone, comme vous dites, jusqu'à présent, n'a toujours pas eu de paix. Disons-le.
Alors, est-ce que, je sais, il l'a dit, M. Kadima l'a dit, il ne serait pas louable de pouvoir aller aux élections sans cette zone. Ça, c'est un fait déjà. Mais est-ce que nous devons arriver justement au fait que cette zone soit écartée pour que nous puissions arriver au terme du calendrier de la CENI? Oui. Ça, c'est à voir. Et il a même dit, ça dépendra maintenant des pourparlers entre dirigeants, entre les acteurs politiques, entre la société civile, oui, où ils devront se mettre d'accord justement pour pouvoir statuer sur le fait qu'il y ait soit la zone du Kivu ou pas. Et pourquoi ne pas déplacer un bon nombre de cette population dans des endroits auxquels ils peuvent facilement s'enrôler? C'est aussi des hypothèses. Non, il faut mais voir déjà, des choses comme ça. Entrer en zone de guerre, comment déplacer cette population? Là, ça reste encore une question, parce que lorsque vous pouvez aller chercher cette population-là, c'est dans une zone de guerre, c'est à vos risques et périls. Donc, je pense que la CENI est en train de peser le pour et le contre. Bon, nous allons revenir encore une fois de plus, essayer de lier l'utile à l'agréable par rapport à cette légitimité. Nous osons croire que la solution sera bel et bien décantée. Mais madame, nous avons une toute petite question liée à cette question de légitimité, auquel d'aucuns aussi se pose cette même question. Que pourrions-nous dégager comme distinction entre légalité et légitimité? C'est quoi la différence qu'il y a entre la légalité et la légitimité? Au fait, la légalité, c'est tout ce qui est conforme à la loi. Tout ce qui est conforme à la loi. À la loi. C'est ça la légalité. C'est ça la légalité. Tandis que la légitimité... La légitimité, c'est le fait d'être accepté par la population ou un ensemble, de la population. Voilà. Mais au fait, il définit les limites de l'action, justement, je dirais, de l'administration. Là, la légalité. La légalité. Oui. Elle permet de protéger le citoyen contre l'arbitraire de l'administration, sous base des faits légaux. En tout cas, en des termes simples, je crois que c'est comme ça que je définirais. Quand vous le définissez autant, donc pourrons-nous dire que le président Tshisekedi n'est pas exactement légal par rapport aux fonctions qu'il occupe aujourd'hui comme état chef de l'État? Parce qu'en ce qui concerne la légitimité, aux élections précédentes, il n'était pas élu à 100%. Vous voyez, on avait exclu une partie vu les circonstances auxquelles la partie présentait. Actuellement, c'est la même chose. Pour des raisons de crainte, il ne veut pas que nous allions aux élections avec ces mêmes atrocités. Donc, il veut que la paix revienne au même moment où il s'est dit que la guerre là, a pu durer plus de 30 ans. Au moins en 2, 3, 4 mois, la guerre peut s'est déclarée clos pour que nous allions rapidement aux élections. Imaginez que la guerre se termine aujourd'hui. Est-ce que la même population aura une même énergie de s'activer pour aller s'enrôler et passer aux élections sans avoir de garanties? Bon, Monsieur Divin, dire que le président n'est pas légitime, je crois que ça serait trop fort. Parce que... je ne dis pas ça. Oui, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Par rapport à la réalité. C'est une hypothèse. Alors, par rapport au fait, déjà qu'il faut savoir, il a été élu justement en écartant cette zone. N'est-ce pas? En écartant cette zone. Et je dirais, depuis le moment où le chef de l'État a été élu, et jusqu'à présent, et nous allons vers le processus électoral pour un autre mandat, cette zone n'a toujours pas été dans la paix. Donc, je ne pense pas qu'on puisse parler d'illégitimité et d'illégalité. Bon. Selon vous, est-ce qu'il y aura bel et bien élection en 2023? En tant qu'analyste, je me dis, peut-être pas
en 2023. Pourquoi pas en 2023? Vu la situation qui sévit à l'Est, je ne suis pas optimiste. Voilà, quand vous dites que non, selon vous, vous n'êtes pas optimiste, là c'est que vous êtes pessimiste en disant qu'il n'y aura pas élection. Avez-vous prévu des retombées par rapport à cela au cas où il n'y a pas élection? Non, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas élection tout de suite, à moins que les acteurs politiques puissent justement se mettre ensemble pour pouvoir donner une orientation autre que celle prévue par la CENI, là oui. Madame Karine, nous connaissons les exigences de nos acteurs politiques, surtout pour les camps communément appelés de l'opposition. Imaginez que le chef de l'État, quand il est arrivé au pouvoir, il n'a gagné que la présidence, mais il avait perdu la majorité, le président Tshisekedi. Voyez-vous les 2 ans qu'il a perdu avec son accord, qu'il est lié avec les CACH et les FCC, et finalement, il s'est dédouané avec. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Rien du tout. Imaginez-vous que nous arrivons à terme de son premier mandat et qu'il n'y a pas élection, nous revenons encore au dialogue, que les partis se retrouvent encore autour d'une table pour partager les gâteaux, parce que c'est les thèmes qu'il faut employer, le partage des gâteaux. Et quand ils vont encore se partager les gâteaux, au moment où d'ailleurs ils travaillent seuls, mais le pays est en train de grimper. Maintenant, imaginez maintenant qu'ils s'entourent encore une fois de plus de nouveau avec les mêmes personnes auxquelles il s'est dédouané d'eux en 2020, vous vous imaginez, et qu'au jour d'aujourd'hui, ça s'élargit encore, parce qu'il y aura ceux-là qui n'étaient pas, qui vont maintenant intégrer. Voilà, donc, auxquels je mettais de citer les noms, mais nous les connaissons, les grands acteurs actuels de l'opposition. Mais vous savez, M. Divin, c'est la triste vérité de notre système politique. C'est la triste vérité. Est-ce qu'il faut continuer comme ça? Bon, là, non. Non, parce qu'on espère toujours le meilleur, mais pour l'instant, c'est cela que nous vivons. C'est vrai que les opposants prendront au fait qu'il n'y ait pas ces élections-là. Ça, il faut s'y attendre. Mais on ne peut que voir, wait and see, comme disent les Anglais. Madame, la justice élève une nation. Quand vous avez une bonne justice dans votre pays, espérez que votre nation aussi sera élevée. Voilà, et nous avons croire que les changements sera bel et bien à venir, mais avec la réalité de notre pays, tout le monde est exigeant, il y a l'insatisfaction dans tous les secteurs de la vie. C'est ce qui me rend un peu inquiet, parce que moi je parle ici au nom du peuple congolais, parce que nous tous aussi nous souffrons. Regardez la manière dont nous travaillons, il n'y a pas d'électricité et on se déploie pour réaliser des choses, mais si c'était dans des pays sérieux, on serait rémunéré, voilà, avec des primes et logements, parce que nous témoignons notre bonne foi, notre bonne volonté de travailler et de servir ces peuples, parce que si nous ne venons pas comme ça pour transmettre ce qui se passe en politique au peuple congolais, ils ne sauront rien. Ils ont nommé les députés, si pas voté les députés au niveau de l'Assemblée nationale, mais ces mêmes députés-là travaillent en mal de les cas du monsieur qu'on a pu citer ici, les députés Mouachichi. Voilà, c'est un élu du peuple, il va là-bas pour représenter le peuple, en même temps, c'est pour les tuer encore de nouveau. Et voilà, moi, je trouve que c'est vraiment aberrant. Nous devons changer notre façon de voir les choses. Surtout la politique de notre pays doit changer. Madame Karine, moi, je vous remercie. Mais moi, avant de terminer, quelle pensée que vous pouvez avoir pour notre pays, pour apaiser un peu les tensions, pour ne pas dire la tension, mais les tensions du peuple congolais, auquel tous les jours il se réveille avec des inquiétudes, avec des soucis. Quel message d'espoir que tu peux adresser à cette population? Un message, oui, d'espoir, je me dis, c'est d'abord le fait de pouvoir se lever. Nous allons certes vers les élections. Quand je dis se lever, c'est que nous, la population, nous, les gouvernés, nous, les votants, nous devons prendre conscience de qui nous votons. Ça, c'est vrai. En tant que femme,
j'aimerais bien, parce que, rappelons, M. Divin, que le pourcentage de représentativité des femmes est encore bas. C'est une grande pourcentage jusqu'ici. Oui, en ce qui concerne la RDC. Alors, moi, je vais appeler les femmes à se lever et à pouvoir y aller. Devenez, je ne sais pas moi, des femmes politiques, les députés, tout. La population est là, les femmes sont là pour pouvoir soutenir les autres. Moi, j'encourage les femmes à pouvoir aller plus loin et viser plus loin. Je l'espère en tout cas pour la RDC, j'espère vraiment que tout ira pour le mieux. Dieu nous a bénis avec un pays immensément riche. Nous n'avons pas de raison ni le droit de pouvoir vivre ce que nous vivons présentement. Donc c'est un message d'espoir que je lance à tout le monde. Et une pensée particulière aux voyants militaires qui combattent à l'est de notre pays pour sauvegarder l'intégrité, c'est pas la sécurité territoriale. Surtout à ces vaillants soldats, parce que nous savons dans quelles conditions ils vont, monsieur le Divin. Alors, moi, c'est un message d'encouragement et je demanderai à ceux qui pourront soutenir tous ces vaillants soldats de pouvoir le faire parce que ce sont des gens à louer cet effort. C'est vrai que lorsque on est militaire, on donne sa vie pour sa patrie et il faut justement récompenser cette vie qui va malgré les contraintes. Bien, chapeau bas nos voyants soldats et de bien vouloir bien combattre pour la cause qui sont les leurs, de sauvegarder l'intégrité territoriale. Et même le président Macron nous l'a rappelé, depuis 1994, nous n'avons pas pu assurer cela, raison pour laquelle nous sommes victimes de pillages, de tout ce que nous pouvons citer, guerre, menaces, soit en externe, y compris en interne. Et quant à moi, Madame Karine, nous atterrissons petit à petit vers la fin de notre entrevue. Moi, je vous remercie de votre temps, de votre disponibilité, surtout de répondre à toutes nos questions que nous vous avons posées. J'espère que les questions ont été pertinentes et vous avez rencontré les préoccupations de la population, si pas du peuple congolais. Le plaisir est pour nous, j'espère bien, ça va vouloir se renouveler. Si vous avez un mot de la fin pour aujourd'hui, parce que quand les autres disent un mot de la fin, il pourtant que non, c'est un dernier mot après, la personne trépasse. Non. Vous resterez toujours en vie, un mot de la fin, uniquement pour cette émission. Et voilà, vous pouvez l'adresser. S'il y a aussi une question auquel on n'a pas pu, vous voulez poser, que vous pouvez rapidement intervenir et les champs vous y accorder. C'est moi qui vous remercie d'avoir pensé à moi. Et à tous ceux qui nous regardent, qui suivront, je vous dis merci d'avoir passé un moment en notre compagnie. Merci beaucoup. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Voilà. Merci. Je rappelle que nous avons reçu aujourd'hui Madame Karine Samboué, journaliste de son état, œuvrant en République démocratique du Congo, pour le compte de votre émission Destin en main. Et quant à moi, je vous retrouve dans un délai très proche.